Ils ont tout essayé. L'argent, les machines, les meilleurs médecins du monde. Mais rien ne pouvait arrêter la maladie qui la tuait. Ava Whitmore, la PDG la plus puissante du pays, s'éteignait rapidement. Jusqu'à ce qu'une seule goutte de sang provenant d'un homme auquel personne ne s'attendait change tout. Il était un vétéran veuf, un père vivant tranquillement dans l'ombre. Elle était une femme qui n'avait jamais connu l'amour inconditionnel. Aucun d'eux ne savait que leur vie allait se croiser d'une manière qui guérirait plus qu'un simple corps, mais deux cœurs brisés. Avant de commencer, si vous croyez aux histoires qui réchauffent une l'âme, qui montrent comment la gentillesse peut changer le destin et comment l'amour vient souvent des endroits les plus inattendus, alors vous êtes au bon endroit. Prenez un moment pour vous abonner à notre chaîne et activer les notifications afin de ne pas manquer un seul chapitre de ce voyage inoubliable. Maintenant, commençons l'histoire. La tempête dehors n'a pas demandé la permission. Elle a balayé la ligne d'horizon de Manhattan, faisant tambouriner la pluie contre les murs de verre de la Whitmore Tower comme un cri de guerre. À l'intérieur, l'Assemblée générale annuelle des actionnaires battait son plein. Des centaines de costumes, des écrans affichant des chiffres. La voix d'Ava Whitmore, toujours aussi tranchante, coupait la tension avec une grâce calculée. Puis le silence. Pas une pause gracieuse, pas un temps dramatique, un effondrement. La PDG de Whitmore Biotech, impeccable, intouchable, inébranlable, s'est effondrée en plein milieu d'une phrase. Le visage pâle, les mains tremblantes avant de retomber mollement le long de son corps. Une vague de panique a envahi la salle. Les agents de sécurité se sont précipités sur scène. Les assistants ont cherché leur téléphone. Son directeur général, Andrew Maddox, aboyait sur les ambulanciers comme s'il pouvait commander le temps, mais Ava ne bougeait pas. Au centre médical Saint-Joseph, les médecins travaillaient sous des lumières fluorescentes aveuglantes. Ce qui se passait n'était pas un arrêt cardiaque, du moins pas au sens traditionnel du terme. Le corps d'Ava était entré dans une sorte de réaction immunitaire toxique. Son système nerveux s'attaquait lui-même, comme un serpent qui se mord la queue. Tous les médicaments connus échouaient, ses signes vitaux chutaient, son taux d'oxygène baissait. 1 heure, 2 heures. Puis vint le murmure qui flotte dans toutes les salles d'urgence lorsque le génie seul ne suffit pas. Il nous faut un miracle. Pendant ce temps, 2 étages plus bas, dans l'unité de don du sang, un homme vêtu d'une veste militaire aux poignets usés et à l'attitude discrète était assis patiemment. Le docteur James Rohr, 41 ans, ancien chirurgien de campagne de l'armée américaine, désormais médecin urgentiste à temps partiel, vivant au jour le jour, était là pour une raison simple. Il donnait son sang toutes les 6 semaines. Pas pour les 50 $ ni pour la reconnaissance. Simplement parce que c'était la seule habitude qui lui restait depuis les funérailles de sa femme. L'infirmière lui piqua le veine, regarda le sang rouge foncé remplir la poche, puis s'arrêta. Elle plissa les yeux. Le scanner clignotait bizarrement. Son sang présentait un comportement hémolytique atypique, quelque chose qu'elle n'avait jamais vu chez un donneur. Un appel fut passé à l'étage. Un autre scan, puis une course effrénée. « Monsieur, seriez-vous prêt à faire un test de compatibilité avec une patiente dans un état critique? » James n'hésita pas. « Branchez-moi. » 42 minutes plus tard, la respiration d'Ava se stabilisa. Elle n'était pas complètement guérie, mais son système immunitaire avait cessé son attaque. Ses tremblements nerveux s'estompèrent. Les médecins ne pouvaient pas l'expliquer. James n'essaya pas. Il avait été dans des zones de combat où les décisions de triage ressemblaient à un pari avec les fantômes. Mais une chose était claire, son sang l'avait sauvé. 2 jours plus tard, Ava ouvrit les yeux sur un plafond stérile et un bruit blanc. Sa mémoire était floue, où elle se souvenait d'une salle de réunion, d'une douleur dans la colonne vertébrale, d'une chute, puis plus rien. Andrew était assis à son chevet, épuisé mais calme. « Tu as de la chance, Ava, dit-il. Ton cœur s'était presque arrêté. Ils ont appelé tous les spécialistes. Rien n'a fonctionné jusqu'à ce qu'ils te donnent le sang d'un donneur anonyme. Un inconnu. » Elle cligna des yeux, la voix faible. « Qui? » James Rohr, médecin, ancien combattant, veuf, travaillant actuellement dans une clinique à Brooklyn. Il a refusé de donner une interview. Il a dit qu'il ne l'avait pas faite pour la presse. Vous lui avez proposé une compensation. Combien? 10 millions. Il a refusé. Ava fronça les sourcils, luttant pour se redresser. Faites-le venir ici.
Mais James avait déjà disparu. Lorsque l'hôpital le contacta à nouveau, il déclina l'invitation. Il n'a même pas récupéré le chèque. Lorsqu'on lui demanda pourquoi, sa réponse fut calme et chirurgicale. « Je ne veux pas être le héros de qui que ce soit. J'ai fait ce qu'il fallait, ça suffit. » Les médias ont eu vent de l'affaire. Le milliardaire sauvé par un inconnu faisait la une partout. Mais personne ne parvenait à retrouver cet homme. Pas de profil LinkedIn, pas de réseaux sociaux, pas de photos à part une vieille carte d'identité militaire. Il avait refusé toutes les interviews, décliné l'aide de l'équipe juridique d'Ava et ignoré les émissaires envoyés par l'entreprise pour négocier. Il avait même changé de numéro de téléphone. C'est alors que la curiosité d'Ava est devenue personnelle. Elle n'avait pas l'habitude d'être ignorée, ni en tant que PDG, ni en tant que femme. Depuis l'âge de 14 ans, elle avait toujours été la plus jeune dans toutes les salles, la plus jeune major de promotion, la plus jeune détentrice d'un brevet dans le domaine des biotechnologies, la plus jeune à siéger à une table où se négociaient des contrats de plusieurs milliards de dollars. Les gens l'écoutaient quand elle parlait. Ils lui demandaient de parler. Mais cet homme, ce fantôme de soldat, lui avait sauvé la vie, puis avait disparu comme si elle n'était qu'une patiente parmi d'autres sur un champ de bataille. Et cela la dérangeait. Dans sa chambre d'hôpital, elle était assise près de la fenêtre, tandis que Rain retournait en ville, plus calme cette fois-ci. Elle tenait le rapport du donneur de sang anonyme dans une main et sa perfusion dans l'autre. « Dr. James Rohr », dit-elle à voix haute, comme si le fait d'invoquer son nom allait le faire apparaître. À 3 pâtés de maison de là, James se tenait silencieusement dans la chambre de sa fille, bordant Amelia pour la nuit. Âgée de 10 ans, elle avait les yeux brillants et était une grande lectrice, comme sa défunte mère. Elle n'avait aucune idée que son père venait de sauver la femme la plus puissante de New York. « Papa », marmonna-t-elle d'une voix endormie, « l'armée te manque parfois ?» Il marqua une pause. « Parfois, mais pas les raisons pour lesquelles je suis parti. » Elle resta silencieuse, puis demanda, « Tu as aidé quelqu'un aujourd'hui ?» Il regarda par la fenêtre les lumières de la ville. « Oui, répondit-il, j'ai aidé quelqu'un. » Et ça suffit pour aujourd'hui. La première chose que l'on remarquait en entrant chez James Rohr, c'était le silence. Pas le silence froid et vide que laisse la solitude, mais celui qu'un homme construit autour de lui comme une armure. L'appartement de 2 chambres, niché au-dessus d'un fleuriste dans un quartier calme de Brooklyn, était spartiate. Il y avait un parquet usé, des chaises dépareillées et des livres empilés contre les murs à la place des trophées. La cuisine sentait légèrement le café et la camomille. Sur le réfrigérateur, il y avait exactement 2 aimants, l'un en forme de stéthoscope, l'autre une photo d'Amelia à l'âge de 5 ans tenant un dessin de sa défunte mère. James était assis à la petite table à manger, triant des papiers, tandis qu'Amelia faisait ses devoirs de mathématiques à côté de lui. Ses cheveux étaient attachés en une queue de cheval asymétrique, un crayon entre les dents. Elle plissait les yeux pour regarder les chiffres. « Tu sais, » dit-elle sans lever les yeux, « si tu me laissais avoir un chat, cet endroit ne ressemblerait pas autant à un bunker. » Il la regarda par-dessus le bord de sa tasse de café. « Les chats et l'asthme ne font pas bon ménage, ma petite. Tu avais de l'asthme quand tu avais 5 ans. Plus maintenant. C'est comme interdire la pizza parce que tu t'es étouffé une fois. » Il sourit. C'était une pizza traumatisante. Elle roula des yeux, puis se remit à écrire. James était à mi-chemin de la révision des dossiers de ses patients lorsque son téléphone vibra. Encore un numéro inconnu. Il le laissa sonner. 10 secondes plus tard, un SMS arriva. « Monsieur Rohr, veuillez rappeler. Cela concerne l'état de santé d'Ava Whitmore. Whitmore Medops. » Il le fixa. Il y avait eu 5 appels au cours des 2 derniers jours. 4 emails, une enveloppe envoyée par coursier, tous provenant de la même entreprise, tous poliment insistants, tous ignorés. Pendant ce temps, dans un laboratoire privé de la clinique exécutive de Whitmore Biotech, Ava Whitmore était assise en silence, les mains crispées, regardant les résultats des tests s'afficher sur l'écran. Le chercheur principal ajusta ses lunettes. « Nous avons vérifié 3 fois. L'évolution de votre état n'est pas seulement stoppée, il régresse. L'inflammation nerveuse a diminué. Vos marqueurs auto-immunes se stabilisent. » Ava cligna des yeux à cause de son sang, à cause de quelque chose dans son sang. Ce n'est pas seulement une question de compatibilité. Son sang contient une structure antigénique rare qui, d'une manière ou d'une autre,
reconfigure la communication immunitaire neuronale. Nous n'avons jamais rien vu de tel. J'ai donc besoin de plus. Le médecin hésita. Avec ces niveaux, nous ne pouvons pas prélever trop fréquemment sans causer de dommages. Idéalement, nous aimerions pouvoir le voir dans un cadre clinique. S'il est disposé à contribuer à plus long terme, il a déjà refusé. Puis-je vous demander pourquoi? Elle expira, la mâchoire serrée. Parce que James Rohr ne veut pas être acheté. Cet après-midi-là, James se tenait dans la salle de pause de la clinique d'urgence où il travaillait le week-end. Il versait du café froid dans un gobelet en papier lorsque la porte s'ouvrit. La femme qui entra ne portait ni maquillage ni talons, juste un jean foncé, un manteau bleu marine et les mêmes yeux qui avaient autrefois commandé des salles valant des milliards de dollars. « Ava Whitmore », dit-il simplement, comme si elle était une voisine qui passait emprunter du sucre. « James, vous m'avez retrouvé dans une clinique sans rendez-vous. Je suis minutieuse. » Il but une gorgée de café, toujours indifférent. « Je ne suis pas ici pour vous convaincre. Je suis ici pour vous demander une faveur, pour clarifier les choses. » Il pencha la tête. « Vous m'avez sauvé la vie, dit-elle. Je vous ai offert 10 millions de dollars et vous êtes parti sans un mot. Je veux juste comprendre pourquoi. » James la regarda longuement avant de répondre. « Parce que vous pensiez que sauver la vie de quelqu'un pouvait se traduire par un chèque. Vous avez supposé qu'un moment où il était question de vie ou de mort pouvait être suivi d'une transaction. C'était de la gratitude. C'était une question de propriété. » Un silence s'installa entre eux. Elle prit une lente inspiration. « Très bien. Admettons que je comprenne. Admettons que j'accepte que cet argent vous offense. Et si je vous demandais de vous impliquer non pas en tant que donateur, mais en tant que médecin? » Il ne réagit pas. « Je veux que vous vous occupiez de mon cas, » continua-t-elle. « Participez à mon rétablissement sur le plan médical, éthique, selon vos conditions, vos règles. Pas de laboratoire, pas d'extraction au-delà de ce qui est sûr, pas de relations publiques. Juste vous et moi, médecins et patientes. » James s'assit prudemment, comme si la chaise risquait de céder sous le poids de ce qu'elle venait de dire. « Je n'ai pas exercé depuis des années. Je m'accroche à peine à ce travail. Vous étiez chirurgien de guerre à Kandahar. Vous avez dirigé des unités mobiles de traumatologie sous les bombes. Vous êtes plus qualifié que tous ceux que j'ai rencontrés. » Son regard s'assombrit. « Et pourtant, je n'ai pas pu sauver ma femme. » Son expression s'adoucit. « Ce n'est pas une disqualification, James. C'est une raison pour laquelle vous vous souciez d'elle. » Il détourna le regard, la mâchoire serrée. « Je ne veux pas être le miracle de quelqu'un, dit-il finalement. Les gens vous mettent sur un piédestal pour mieux vous blâmer quand vous tombez. Je ne veux pas d'un miracle. Je veux un partenaire pour survivre. » Les mots résonnèrent, silencieux, lourds. Plus tard dans la nuit, James se tenait au chevet d'Amelia, la regardant dormir. Elle ressemblait tellement à sa mère que cela lui faisait parfois mal. Il écarta une mèche de cheveux de sa joue et murmura « Je vais peut-être me lancer dans quelque chose de nouveau. Ça pourrait être compliqué. » Amelia, à moitié réveillée, marmonna. « Ça aidera quelqu'un. » James hésita. « Oui, alors fais-le, papa. Tu es doué pour aider les gens. » Et ainsi l'homme qui avait autrefois sauvé des vies sous les tirs de mortier, qui s'était reconstruit à partir des décombres du chagrin, prit une décision silencieuse qui allait bouleverser leurs deux vies. Le lendemain matin, l'assistante d'Ava reçut une réponse en une seule ligne. « J'accepte l'offre, mais je ne vous appartiens pas, Doc Rohr. » La tour Whitmore était un monument de verre et d'acier, haut de 36 étages, d'une modernité chirurgicale. Elle n'affichait pas sa richesse, elle l'annonçait. Dès que James Rohr entra dans l'ascenseur privé qui le conduirait à l'étage des cadres, il sentit l'air devenir plus froid, plus dense, le genre d'air filtré 6 fois par jour et qui sentait le pouvoir. Il ne broncha pas. Il avait traversé des hôpitaux sous les bombardements. Il avait recousu des soldats avec une seule main valide et 2 minutes à vivre. Mais ici, il avait l'impression d'entrer sur un autre type de champ de bataille. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur un couloir minimaliste bordé de marbre blanc et de chêne foncé. Un jeune assistant l'attendait, les mains jointes, et s'inclina légèrement. « Doc Rohr, bienvenue. Mademoiselle Whitmore vous attend. » James hocha poliment la tête, sa maillette à la main, sa veste impeccable, ses chaussures modestes mais cirées. Chaque mouvement était calculé, chaque respiration mesurée. Il suivit l'assistant devant des bureaux vitrés,
des lumières à détecteur de mouvement et des murs qui ne laissaient passer aucun son. Le monde ici était silencieux, comme un sous-marin de luxe naviguant au-dessus du chaos de la vie quotidienne. Ils s'arrêtèrent devant une double porte haute et noire mat. L'assistant frappa une fois. La voix d'Ava, calme mais autoritaire, retentit. « Entrez ». Le bureau était assez grand pour accueillir un mariage. Les baies vitrées offraient une vue panoramique sur Manhattan. Ava se tenait près du bord, les bras croisés, vêtue d'un tailleur gris ardoise et d'une broche en argent en forme d'écusson de la Whitmore Company. Elle plissa légèrement les yeux lorsqu'elle aperçut James. « Vous êtes ponctuel, dit-elle. « Ça vient de mes missions, répondit-il simplement. Elle lui indiqua la chaise devant son bureau. « Allons-y. » Un contrat imprimé, relié en cuir et rédigé dans un langage clinique, était posé entre eux. James le feuilleta lentement en parcourant les clauses. Autonomie médicale, transparence totale envers la patiente, confidentialité stricte, habilitation de sécurité, accès à ses signes vitaux, à ses analyses de laboratoire, à ses scanners neuroimmunologiques, disponibilité sur appel, et une ligne qu'il avait spécifiquement demandée. En aucun cas, l'enfant mineur du Dr. Rohr ne pourra faire l'objet de visites, d'enquêtes ou d'une exposition médiatique. Ava remarqua où son regard s'était arrêté. « Vous êtes protecteur. Elle a 10 ans. Je ne négocierai pas ce point. » Elle expira. « Vous réalisez que j'emploie 3 attachés de presse, 2 avocats internes et une équipe de crise qui surveille mon image en temps réel. Le secret n'est pas une suggestion. C'est une question de survie, alors nous nous comprenons. » Il signa avec un stylo. Elle lui tendit le document et attendit comme une avocate. Pendant que l'encre séchait, Ava l'observa en silence, ses yeux scrutant son visage comme à la recherche d'une trace d'héroïsme. Mais James ne lui donna rien. Pas d'autosatisfaction, pas de chaleur, seulement une neutralité professionnelle. C'était désarmant dans un monde où tout le monde voulait quelque chose. Ce soir-là, Ava fixait son dossier personnel sur sa tablette, seule dans sa suite penthouse. Cela ne lui suffisait pas. Elle voulait savoir qui il était, pas seulement ce qu'il avait fait. C'était un mystère, un homme qui se livrait si peu qu'on aurait presque dit intentionnel. Elle a donc fait appel à une faveur. 10 minutes plus tard, un dossier sécurisé lui est parvenu, envoyé par un détective privé qui lui devait 3 vies et un accord de confidentialité. Il était long, annoté, classé secret à certains endroits. Mais le point culminant, le premier coup de poignard dans le cœur, était sa citation militaire. Lieutenant Collard James Rohr, armée américaine, récipiendaire de la Distinguished Service Cross pour son courage exceptionnel et ses innovations médicales sous le feu ennemi. On lui attribuait la création des unités mobiles de traumatologie pendant les offensives de Kandahar. Des dizaines de vies sauvées, des blessés stabilisés dans des conditions difficiles, des protocoles de terrain désormais standards dans toutes les opérations de l'OTAN. Mais plus loin dans le dossier, le ton changeait. Il y avait une section intitulée « Historique personnel », censurée. Elle la décrypta à l'aide de sa carte d'accès interne. Ce qu'elle lut ensuite lui noua l'estomac. Non. Emily Rohr. Date du décès. 9 mai. Lieu du décès. All Saints Memorial Hospital. Cause. Interaction médicamenteuse indésirable. Antagoniste opioïde étiqueté à tort comme sédatif. Médecin traitant. James Rohr. Une note était jointe. Une ligne froide et clinique. Le médecin s'est retiré de la pratique chirurgicale 28 jours après l'incident. Ava posa la tablette avec précaution, comme si elle risquait de se briser sous le poids de son contenu. Il avait essayé de la sauver, sa propre femme, et il avait échoué. Le lendemain matin, James entra dans la suite clinique qui lui avait été attribuée au 34e étage. Elle contenait tout ce dont il avait besoin. Des écrans intelligents, un accès au laboratoire, des outils d'imagerie cérébrale et une connexion directe aux données biométriques d'Ava. Mais l'atmosphère avait changé. Elle ne lui avait pas adressé la parole depuis qu'il avait signé le contrat. Ses assistants s'occupaient de son emploi du temps. Les échantillons de sang arrivèrent sur des plateaux. Il n'y eut pas de bavardage. Pas avant cet après-midi-là. Elle entra sans prévenir, sans talons cette fois, à pas feutrés et le regard impénétrable. « Vous auriez pu refuser, » dit-elle en se tenant près de la fenêtre. « J'ai refusé plusieurs fois. »« Mais pas cette fois, » dit-il en marquant une pause et en posant un rapport. « Parce que votre cas m'intéresse.
Parce que vous aviez besoin qu'on vous rappelle ce que c'est que de guérir quelqu'un. Il la regarda d'un air sévère. Vous avez lu le dossier? Je devais le faire. James ne répondit pas. Ses mains se crispèrent sur les accoudoirs de la chaise. Ava ne s'excusa pas. Elle ne recula pas. Au contraire, elle parla doucement. Perdre quelqu'un et avoir encore le courage d'aider les autres, ce n'est pas une faiblesse. C'est une raison d'être. Je ne suis pas une héroïne, mademoiselle Whitmore. Je suis un homme qui a commis une erreur et qui doit vivre avec. Tout comme moi. Ils restèrent là, debout, la ville bourdonnant sous leurs pieds comme un lointain souvenir. Aucun d'eux ne se faisait plus confiance. Plus tard dans la soirée, James était assis sur le sol de la chambre de sa fille, pliant le linge, tandis qu'Amelia lui racontait son concours d'orthographe. « Tu sais, dit-elle, j'ai fait des recherches sur elle, la femme que tu aides. » James haussa un sourcil. « Vraiment? Elle est partout dans les journaux. Les gens disent qu'elle est froide. Certains disent qu'elle est brillante, d'autres disent les deux. Et toi, qu'en penses-tu? » Amelia haussa les épaules. « Je pense que quelqu'un qui continue à se présenter tous les jours, même quand les gens la détestent, est probablement plus courageux qu'on ne le pense. » James la regarda, le cœur brisé, mais d'une manière merveilleuse. « Tu es peut-être plus intelligente que la plupart des adultes, dit-il. » Elle sourit. « Je le sais. » Le contrat était signé, les limites étaient fixées. Mais dans l'ombre de la douleur et de la précision, deux cœurs protégés par le chagrin et endurcis par le passé venaient de faire leur premier pas hésitant vers quelque chose qu'aucun d'eux n'avait prévu et qu'aucun d'eux n'était prêt à nommer. La ville ne dormait jamais vraiment, mais elle faisait une pause entre 2 et 4 heures du matin. Lorsque même les klaxons des taxis s'atténuèrent et que les gratte-ciels clignèrent plus lentement, comme des titans endormis, Ava Whitmore était allongée, éveillée dans son penthouse, la sueur collant à sa clavicule malgré la température idéale, sa poitrine se soulevant de respirations superficielles et irrégulières. Encore un cauchemar. Elle fixait le plafond, essayant de comprendre ce qui l'avait poursuivi cette fois-ci. Une zone de guerre faite d'ombre, une scène qui s'effondrait, des visages sans bouche qui hurlaient en silence, et au milieu de tout cela, elle-même qui observait sans pouvoir bouger. Depuis l'incident, son état s'était amélioré au fil des semaines. Les tests étaient encourageants, ses réflexes s'amélioraient, l'inflammation nerveuse diminuait. Les médecins parlaient de rémission, mais ses nuits étaient remplies d'échos. À 3h07 du matin, pieds nus dans un pyjama en soie et un long peignoir en cachemire, Ava traversait le 34e étage de la Whitmore Tower comme un fantôme. Pas de sécurité, pas d'assistant, juste le ronronnement de la climatisation et le léger bourdonnement des panneaux réfrigérés. Elle poussa la porte de la suite médicale privée. Les lumières étaient éteintes, à l'exception d'une lampe de lecture dans le coin le plus éloigné. Et il était là, James Rohr, assis dans le fauteuil à côté du bureau médical, les jambes croisées, un livre dans une main et son téléphone dans l'autre. L'écran était incliné juste assez pour qu'elle puisse voir qu'il ne s'agissait pas d'un appel. C'était un chat vidéo. À l'écran, une petite fille était recroquevillée sous des draps à fleurs, une peluche en forme de chouette dans les bras, et le dragon en papier volait de plus en plus haut. James lisait doucement, d'une voix basse, patiente, pleine de rythme, jusqu'à ce qu'il comprenne que ce n'était pas le feu qui le rendait dangereux. C'était son cœur qui le rendait rare. Amelia sourit d'un air endormi, les paupières papillonnant. « Bonne nuit, papa, » murmura-t-elle. « Bonne nuit, mon amour, » répondit-il. « Tu as été formidable aujourd'hui. » L'écran s'éteignit. James ferma le livre. Il tourna la tête et vit Ava debout dans l'embrasure de la porte, immobile, le visage impassible. Elle resta silencieuse pendant un moment. Lui aussi. Puis elle dit d'une voix presque inaudible. « C'était le dragon en papier. » Il acquiesça. C'est son préféré. Ma femme lui lisait souvent. Ava entra lentement, les bras croisés comme pour se serrer contre elle-même. Je n'avais pas entendu cette histoire depuis mes 10 ans. James ne réagit pas. Il resta debout, posa le livre et débarrassa la table en silence. Je n'arrivais pas à dormir, avoua-t-elle. Je me suis dit que ce n'était pas à cause des médicaments. Des cauchemars? Oui. Il lui fit signe de s'asseoir en face de lui. Elle hésita, puis obéit. Ils restèrent longtemps assis là, sans dire un mot.
Deux personnes dans une pièce stérile conçue pour survivre, pas pour être confortable. Finalement, James rompit le silence. Les cauchemars ne sont pas toujours liés à un traumatisme, dit-il. Parfois, c'est juste ton corps qui te supplie de ralentir. Ralentir n'a jamais été dans le manuel, répondit Ava d'un ton sec. Tu as écrit ton propre manuel. Elle ne rit pas, mais elle ne fronça pas les sourcils non plus. Mon père me disait que le repos était un luxe, dit-elle après une pause. Que le sommeil était pour les faibles, plus pour les forts. Ton père avait l'air d'un général. C'était un chirurgien, dit James en la regardant. Le mien aussi, ajouta-t-elle, au moins émotionnellement. Cela lui valut un léger sourire entendu. Ava se pencha légèrement en arrière, la voix plus douce. J'ai tout eu. Des jets privés, des diplômes prestigieux, plus de maisons que je ne peux en visiter en un an. Mais pour la première fois, je ne sais pas comment gérer la seule chose que je ne peux pas contrôler. La peur. James se pencha en avant, les coudes sur les genoux, la voix grave. La peur n'est pas une faiblesse, c'est un avertissement. C'est la sagesse du corps. Elle croisa son regard. Et si je l'ignore? Alors elle trouvera un autre moyen de te le rappeler. Des cauchemars, de la panique, l'isolement et finalement la maladie. Elle baissa les yeux. C'est peut-être comme ça que je me suis retrouvé ici. Le silence revint, mais il n'était plus froid. Il avait changé, il était devenu partagé et non plus imposé. « Tu es doué avec elle, » dit soudain Ava. James haussa un sourcil. « Amelia, la façon dont tu lui as parlé, la façon dont elle a souri, tu l'élèves seul. » Il acquiesça. « Je t'envie. » Cela le surprit. « Tu as envie d'être parent célibataire? » « Non, j'ai envie d'avoir quelqu'un qui te regarde comme ça, comme si tu étais le centre de son monde. » Elle se leva, serrant la robe autour d'elle. Sa vulnérabilité était à vif, mais pas fragile, juste honnête. « Je devrais y aller, » murmura-t-elle. James ne la retint pas. Mais alors qu'elle atteignait la porte, elle se retourna. « Cette citation, dit-elle, celle sur le cœur du dragon, elle n'est pas dans la version originale. » Il sourit faiblement. « Je l'ai ajoutée pour Amelia. » Ava soutint son regard. « Je pense, dit-elle lentement, que tu ne m'aides pas seulement à me remettre physiquement. Je pense que ton sang fait autre chose aussi. » James ne dit rien. « Je me sens plus légère quand tu es dans la pièce, » continua-t-elle. « Pas seulement mon corps, ma tête, mon cœur. Sa mâchoire se crispa. Ce n'est pas scientifique. »« Non, dit-elle, c'est quelque chose de plus dangereux. » De retour dans sa suite, Ava s'assit sur le bord de son lit et regarda la ville. L'insomnie n'avait pas disparu, mais elle avait changé de forme. Elle était devenue plus calme, moins solitaire. Elle ne dormit pas cette nuit-là, mais pour la première fois depuis des semaines, elle n'avait pas peur du noir. Le jardin sur le toit du Whitmore était une oasis privée, nichée entre des tours de verre et des climatiseurs ronronnants. Ava l'avait fait construire pour se rappeler qu'il y avait encore de la vie au-dessus du béton. Et maintenant, pour la première fois depuis des semaines, elle y avait invité quelqu'un d'autre. Pas James, mais sa fille. Amelia était assise en face d'elle, les jambes légèrement balancées sur le banc, tenant une tasse de chocolat chaud qu'Ava avait insisté pour qu'on lui prépare avec 3 marshmallows, et non 2. La fillette était polie, posée, mais elle ne s'agitait pas comme la plupart des enfants de son âge. Il y avait une vieille âme dans ses yeux, comme quelqu'un qui avait vu trop de choses trop tôt. « Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit, » dit Ava doucement. « Je pensais juste qu'on pourrait discuter. » Amelia la regarda pensivement. « Papa m'a dit que je ne devais rester que 15 minutes. » Ava acquiesça. « C'est normal. » Elles restèrent assises en silence pendant un moment, seules avec le bruit des feuilles qui bruissaient dans le vent au-dessus d'elles. « C'est vous la dame qui l'a sauvée, » dit Amelia soudainement. Ava cligna des yeux. « Oui, je suppose que oui. » Amelia ne sourit pas. « Tu sais ce que ça lui a coûté de sauver quelqu'un avant? » La question resta suspendue dans l'air comme un brouillard. Ava secoua la tête. « Non. » Amelia baissa les yeux vers la vapeur qui s'élevait de son chocolat chaud. Ça lui a coûté tout ce qu'il avait. Ava sentit sa gorge se serrer. « Tu veux dire ta mère? Elle était à l'hôpital, » dit la fillette doucement. « Pas celui-ci, un autre. Papa savait que quelque chose n'allait pas. Il les avait prévenus que les médicaments pouvaient interagir, qu'ils n'avaient pas été testés pour son état. Il leur avait dit 2 fois. Ils ne l'ont pas écouté. Un temps, puis à l'espoir de cette nuit-là, Va pouvait à peine respirer.
Il s'est mis en colère. Amelia continua. Il a crié, pas comme quelqu'un qui fait peur, mais comme quelqu'un qui a perdu une partie de son âme. Ava se pencha en avant. Que lui est-il arrivé après ça? Ils lui ont dit qu'il avait dépassé les bornes, qu'il avait donné une mauvaise image de l'hôpital, alors il est parti. Ou peut-être qu'ils l'ont obligé à partir. Je ne sais pas. Amelia leva les yeux, le regard vif et sage malgré son jeune âge. Alors quand il refuse de trop t'aider, ce n'est pas parce qu'il est méchant. C'est parce qu'il a déjà trop donné une fois et que personne ne lui a rien rendu. Ava resta figée dans l'ascenseur. Elle s'était excusée calmement, avait même souri à Amelia, mais à l'intérieur, son cœur battait à tout rompre. Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, James attendait devant le laboratoire. Son visage était impassible. « Tu m'as contourné, dit-il d'un ton neutre. Tu as parlé à ma fille, je te l'ai demandé. » « Elle a accepté, répondit Ava en essayant de rester calme. « Elle a 10 ans. Tu es la femme la plus puissante de l'État. En quoi cela te semble-t-il être un consentement? » Sa voix n'était pas élevée, mais la force derrière ses mots était indéniable. Je ne l'interrogeais pas. Tu la manipulais. Ce n'est pas vrai, dit Ava en s'approchant. Elle m'a parlé de ta femme. James serra les mâchoires. Ce n'est pas à elle de raconter ça. Non, James, c'est à toi de le faire. Mais tu ne l'as jamais fait. Tu me traites comme une étrangère qui tient une aiguille, mais c'est moi qui ai failli mourir. J'ai le droit de savoir pourquoi l'homme qui m'a sauvé peut à peine me regarder dans les yeux. Sa voix se brisa cette fois-ci, parce que chaque fois que je le fais, je me souviens de ce que cela m'a coûté de m'en soucier. Ava hésita. La pièce se remplit de vérités tacites. La douleur se heurtait à la fierté, le chagrin à la culpabilité. Pendant un moment, aucun des deux ne parla. Puis Ava dit doucement, « J'ai regardé dans les dossiers. » James se raidit. « Tu as signalé l'interaction. » Continua-t-elle à 3 reprises à propos du risque de réaction croisée entre les médicaments. « Tu as tout consigné. On t'a ignoré. » James ferma les yeux. « Eva, arrête! Tu n'as pas perdu ta carrière parce que tu étais imprudente. Tu l'as perdue parce que tu n'as pas été imprudente. Parce que personne n'a voulu admettre son erreur avant qu'il ne soit trop tard. » La voix de James n'était plus qu'un murmure. Je leur ai dit qu'elle avait une variante auto-immune, que les immunosuppresseurs la tueraient s'ils étaient administrés ensemble. Mais ils ne voulaient pas de retard. Elle n'était qu'une patiente de plus dans leur agenda. Et ils l'ont tuée. Il ouvrit les yeux, rougit, mais brûlant. « Oui, dit-il, ils l'ont tuée. » Plus tard dans la nuit, Ava était assise seule dans son bureau, entourée de dossiers ouverts et de notes médicales qu'elle avait récupérées par des voies légales et privées. Certaines étaient largement censurées, d'autres étrangement claires. Ses mains tremblaient lorsqu'elle tourna la dernière page, les notes d'autopsie. Tout y était, les dates, les noms, les avertissements, classés et ignorés. Elle détenait désormais la vérité qui hantait James en silence depuis des années. Il n'était pas seulement un médecin, il avait raison. Le lendemain matin, Ava se tenait devant la porte d'entrée de l'appartement où James et Amelia séjournaient sur le campus de Whitmore. Elle frappa. Pas de réponse. Elle frappa à nouveau. La porte s'ouvrit lentement. James la regarda, épuisé sur ses gardes. « Je ne suis pas venu pour me disputer, dit Ava. Je suis venu m'excuser. » Il ne dit rien. J'ai dépassé les bornes. Elle admit. J'étais tellement désespéré de te comprendre que j'ai oublié de respecter le mur que tu avais construit pour protéger ce qui compte le plus pour toi. Toujours le silence. J'ai tout lu. Tout ce qui concerne ta femme, ta négligence. Tu n'étais pas seulement un bon médecin. Un bon médecin, James, tu étais meilleur que la plupart des gens ne le méritaient. Il expira lentement. Et je pense que tu as eu raison de partir. Mais je pense aussi qu'il est peut-être temps que quelqu'un t'écoute vraiment. Il y eut un silence. Puis James ouvrit la porte plus largement, juste assez pour qu'elle puisse entrer. « Un café ?» demanda-t-il. « Non », répondit Ava avec un soupçon de sourire. « Mais j'aimerais bien une tasse de chocolat chaud d'Amelia. » James se permit de respirer un peu, comme s'il avait retrouvé un peu de paix. « 3 marshmallows, dit-il. Ava acquiesça. Toujours. Le message arriva peu après midi, niché entre les mémos de l'entreprise et les rappels de réunion du conseil d'administration sur le téléphone d'Ava, un simple SMS envoyé depuis un numéro inconnu. « Bonjour, Mademoiselle Ava. Demain, c'est mon anniversaire. Je n'ai pas invité beaucoup de monde, mais si vous n'êtes pas trop occupé,
Vous voulez venir? Amelia. PS. Papa ne sait pas que je t'envoie un SMS. Ne soyez pas fâchés. Ava fixa le message plus longtemps qu'elle n'aurait dû. Le coin de sa bouche se releva légèrement, dans un sourire hésitant. Ce n'était pas une invitation professionnelle scellée dans du papier doré. Ce n'était pas une alliance stratégique ni un coup de pub. C'était une demande sincère, écrite à la main avec de l'encre numérique, par une enfant qui voyait trop rarement son père rire. Et pour une fois, Ava n'hésita pas une seconde. Le lendemain soir, elle arriva discrètement, tenant un paquet de taille moyenne enveloppé dans du papier bleu et noué d'un ruban qu'il lui avait fallu 1 heure pour faire. Elle portait un jean, ce qui faillit faire s'évanouir son assistante, et un simple pull bleu marine. Pas de maquillage, pas de garde du corps, juste Ava. Le quartier n'avait rien de particulier. Une rangée de duplex bon marché nichés entre une école primaire et un centre commercial délabré. Le genre d'endroit où personne ne s'attendait à trouver la PDG de Whitmore Biotech après la tombée de la nuit. Une femme d'âge moyen qui arrosait ses plantes 2 potes plus loin, leva les yeux et cligna des paupières, surprise. « Vous êtes là pour la petite fille dont c'est de l'anniversaire? » Ava sourit. « Oui, Amelia. » La femme plissa les yeux, puis sourit plus largement. « Vous devez être la nouvelle belle-maman. » Ava se figea. La femme rit. Elle parle de vous comme si vous étiez sa fée marraine. Vous avez de la chance que James n'ait laissé personne l'approcher depuis sa mère. La voix d'Ava se brisa un instant. Je ne suis pas... Je veux dire, je ne suis qu'une amie. La femme lui adressa un sourire entendu. C'est toujours comme ça que ça commence. L'appartement sentait la cannelle et les pommes cuites. Des ballons légèrement dégonflés flottaient près du plafond et une pancarte dessinée à la main sur laquelle on pouvait lire « Joyeux 11e anniversaire, Amelia » était accrochée de travers au-dessus du comptoir de la cuisine. James ouvrit la porte, surpris, mais pas désagréable. Il portait une chemise à carreaux douce et un jean, ses cheveux légèrement ébouriffés. « Tu as reçu son message. »« Oui, » répondit Ava. « Elle est suivie pour avoir utilisé mon téléphone, » dit-il sèchement. « Mais pas ce soir, » dit une voix enjouée derrière lui. Amelia apparut, vêtue d'une robe jaune vif, un large sourire illuminant son visage. Elle se jeta dans les bras d'Ava avant même que celle-ci ait eu le temps de s'agenouiller. « Tu es venue, » murmura la fillette, comme si elle avait peur que le dire trop fort rende cela faux. « Bien sûr que je suis venue, » répondit Ava, la gorge serrée. Le dîner était simple, poulet rôti, purée de pommes de terre et un gâteau acheté en magasin décoré de figurines en plastique provenant d'un dessin animé dont Ava n'avait jamais entendu parler. Mais c'étaient les rires qui remplissaient la pièce comme une symphonie. James raconta les pires blagues de papa qu'Ava ait jamais entendues. Amelia leva les yeux au ciel de manière théâtrale. À sa grande surprise, Ava rit vraiment, jusqu'à devoir s'essuyer les yeux. À un moment donné, elle laissa tomber sa fourchette de joie et personne ne s'en soucia. Il formait une image que personne n'aurait cru possible. Un ancien médecin militaire veuf, sa fille aux yeux brillants et un PDG milliardaire, tous assis à une table de cuisine bancale avec des serviettes sans papier et des assiettes dépareillées. C'était si normal que ça en était douloureux. Après le gâteau, James se leva pour nettoyer et Amelia prit Ava à part, la conduisant dans le salon où des photos de famille étaient alignées sur le mur au-dessus de la cheminée. Là, niché entre un dessin d'enfant et un drapeau américain défraîchi, se trouvait une photo de mariage. James se tenait en grand uniforme, les bras enlacés autour d'une femme aux cheveux auburn et aux yeux qui brillaient de rire, même sur une photo. Son regard était fixé sur lui, pas sur l'appareil photo. Et dans ce regard, Ava reconnut quelque chose, non pas de son passé, mais de son désir. Une sorte d'amour qui voyait tout et restait malgré tout. « Elle était belle », murmura Ava. Amelia acquiesça solennellement. Elle inventait des chansons pour l'endormir et savait tresser des cheveux très vite. Ava sentit sa gorge se serrer. « Je parie qu'elle était incroyable. »« Elle l'était, » dit la petite fille avec un petit sourire. « Mais parfois, je pense que papa est triste depuis si longtemps qu'il a oublié comment être autrement. » Il y eut un silence. « Tu le rends moins triste », Ava baissa les yeux. « Je ne sais pas si c'est vrai, » insista Amelia. « Quand il parle de toi, il devient tout bizarre. Pas triste, plutôt comme s'il se souvenait de quelque chose qu'il croyait avoir perdu. » Plus tard, alors que James la raccompagnait à la porte, Ava hésita sur le seuil. « Je te dois des excuses, dit-elle doucement. Il haussa un sourcil.
pour avoir survécu à l'excitation sucrée de ma fille, pour m'être immiscé dans ta vie, pour ne pas avoir compris plus tôt. James s'appuya contre le cadre de la porte. Tu as apporté un cadeau fait maison, tu as mangé un gâteau de supermarché, tu as écouté l'opéra des peluches d'Amelia. Tu es officiellement absoute. Eva rit, puis redevint sérieuse. Elle me montra la photo de mariage. Le sourire de James s'effaça. Elle te regardait, dit Eva doucement, comme si tu étais la seule chose qui comptait. Il acquiesça lentement. Elle était le centre de tout. Et maintenant, demanda Eva d'une voix à peine audible. James ne répondit pas tout de suite. Puis, d'une voix qui semblait avoir été adoucie par la pluie, il dit « Maintenant, j'essaie de me rappeler ce que c'est que de vivre sans se battre pour survivre. » Ils restèrent silencieux. Deux personnes liées par une douleur commune et des moments qu'aucun d'eux n'osait nommer. Ava finit par reculer. « Merci pour le dîner, dit-elle, et merci de m'avoir permis de faire partie de quelque chose de vrai. » James ouvrit un peu plus la porte. Peut-être que la prochaine fois, il ne faudra pas envoyer de SMS secret. Ava sourit, et pour la première fois, son sourire atteignit ses yeux. « Peut-être la prochaine fois, dit-elle. La salle de réunion était plus froide que d'habitude, tant en température qu'en ambiance. Des vitres givrées enveloppaient les murs d'un silence stérile, étouffant le rythme de la ville à l'extérieur. Ava était assise en bout de table, la mâchoire serrée, le dos droit, refusant de trahir le tremblement de ses doigts. En face d'elle se tenait le Dr. Harris Lynn, le nouveau médecin-chef de Whitmore Biotech, un homme dont les références étaient plus longues que la plupart des CV, mais dont les yeux se tournaient plus souvent qu'ils n'auraient dû vers le directeur général. Andrew Bishop était assis à côté de lui, les bras croisés, le front marqué par une inquiétude délibérée. Son costume sur mesure dégageait une domination discrète, mais ses yeux brûlaient d'autres choses, de la frustration ou peut-être quelque chose de plus ancien. « Il y a un risque, dit Harris. Des perfusions répétées du sang d'un même donneur, en particulier d'un donneur présentant des anomalies indétectables, peuvent provoquer une inflammation cérébrale. Nous observons déjà de légers symptômes neurologiques, un sommeil paradoxal irrégulier, des dysfonctionnements de la sérotonine et des troubles précoces de la mémoire. » Ava serait dit, « Vous voulez dire que mon cerveau est en train de se détériorer? » « Je dis que nous ne comprenons pas encore tout à fait ce qui se passe, » répondit Harris avec prudence, « et qu'une exposition continue pourrait accélérer des dommages cognitifs. » Andrew se pencha vers elle. « Il existe une méthode plus propre, contrôlée, reproductible, plus nette. Nous pouvons cartographier les marqueurs sanguins de James, isoler la mutation et l'introduire synthétiquement dans votre génome, en toute sécurité. »« Non, » dit Ava fermement. Harris cligna des yeux. « Mademoiselle Whitmore, ai-je dit, non. » Sa voix était tranchante, comme du verre contre de la pierre. Plus net n'est pas synonyme de stable. Nous ne comprenons pas encore pleinement les effets à long terme, et je ne serai pas le cobaye de quelqu'un juste pour faciliter les choses. Andrew expira bruyamment par le nez. Il ne s'agit pas de faciliter les choses. Il s'agit de survivre. Vous jouez à la roulette avec votre vie, Eva. Son regard se posa sur lui. J'ai survécu à pire. L'air devint irrespirable. Plus tard, dans son bureau privé, Eva se servit un verre d'eau, les mains tremblantes. La mention de ses symptômes, subtils, enfouis et jamais exprimés jusqu'à présent, lui glaça le sang plus que les graphiques de Harris n'auraient jamais pu le faire. Elle avait remarqué les changements, les migraines soudaines, les flashs de déjà-vu, les nuits où elle se réveillait en oubliant où elle était, mais elle les avait attribués au stress, à l'ennui, à James, Amelia, des sentiments qu'elle ne savait pas nommer. Mais maintenant, elle avait un mot pour les désigner. Des séquelles, elle fixa son reflet dans les parois vitrées, puis murmura à voix haute, comme si elle se confiait à quelqu'un d'invisible. « Et si le remède était en train de me tuer? » La porte s'ouvrit sans qu'on frappe. Andrew n'avait jamais eu la courtoisie de respecter les murs. « Tu n'es pas invincible, dit-il en entrant. Je n'ai jamais prétendu l'être. »« Tu le pensais avant, dit-il avec un rire amer. Quand tu as quitté notre mariage avec un email de 3 phrases et un nouveau bail pour le siège social en main. » Elle ne mordit pas à l'hameçon. « Ce n'est pas à propos de nous, dit-elle. »« Bien sûr que si, rétorqua Andrew. J'allais construire une vie avec toi. Tu as préféré une entreprise.
Maintenant, tu construis cette même entreprise sur le sang d'un homme brisé qui a un enfant. Ava se leva. Ne t'avise pas. Sa voix se brisa. Je t'aimais. Et je t'aimais assez pour ne pas te traîner dans le feu avec moi. Silence. Il s'approcha. C'est ce qu'est James maintenant? Le nouveau feu. Elle se détourna, mais la douleur dans ses yeux la trahit. James n'est rien pour moi. Il m'a sauvé la vie, c'est tout. Mais maintenant, il fait partie de ma vie, dit Andrew plus doucement, plus que je ne l'ai jamais été. Les mots restèrent suspendus dans l'air, non prononcés mais entendus. Tu ne m'as jamais laissé entrer dans ta vie, mais tu le laisses entrer dans la tienne. Elle ne répondit pas. Elle ne pouvait pas. Il recula. Crispé, c'est l'avenir. Pas James. Tu dois choisir. Pendant ce temps, James se tenait dans l'aile réservée aux enfants de l'hôpital, regardant deux jeunes infirmières faire signe à Amelia après son examen de routine. Elle courut vers lui, ses baskets roses illuminant le sol à chaque bond. « Devine quoi? » gazouilla-t-elle. « J'ai dessiné une licorne avec 3 ailes. » L'infirmière a dit que c'était très expressif. Il rit. Ça ne m'étonne pas. Alors qu'il sortait, un homme en costume gris anthracite se planta devant eux, grand, manucuré, dégageant une impatience qui coûtait cher. « Monsieur Rohr, » dit Andrew avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. James se plaça instinctivement devant sa fille. « Vous êtes Andrew Bishop. Je suis directeur général de Whitmore Biotech, l'ancien fiancé d'Ava. » James ne dit rien. « Je suis venu vous dire en privé que votre sang met sa vie en danger et que votre petit numéro de sauveur n'a rien d'héroïque. C'est de l'imprudence. » James plissa les yeux. « Elle ne vous le dit pas parce qu'elle pense pouvoir s'en sortir, » continua Andrew. « Mais si elle meurt, son conseil d'administration vous enterrera. Son héritage vous effacera. » James serra les mâchoires. « Alors vous devriez peut-être lui parler au lieu de me menacer. »« Je l'ai déjà fait, » répondit Andrew en s'approchant. « Elle ne veut rien entendre. Mais vous êtes peut-être la clé. » James jeta un coup d'œil à Amelia, qui serrait sa main plus fort. « Restez loin de nous, dit-il d'une voix basse et calme. Ce n'est pas une guerre que vous voulez déclencher. » Andrew ne bougea pas. « Elle a déjà commencé le jour où elle t'a laissé entrer dans son sang. » Cette nuit-là, Ava était assise seule sur le toit de la tour Whitmore, les lumières de la ville scintillant en contrebas comme des constellations, essayant de lui rappeler que le monde était plus grand que son corps. Ses doigts agrippaient la balustrade, les jointures blanches. Son esprit repassait la voix de Harris, les accusations d'Andrew, le silence de James. Elle était en train de s'effondrer, et elle le savait. Un léger ping rompit le silence, un message de James. « Il faut qu'on parle demain, juste toi et moi. » Elle répondit sans hésiter. « Oui. » Mais au fond d'elle-même, elle se demandait si « juste toi et moi » suffirait face à tout ce qui avait déjà commencé à s'effondrer. Les flammes peignaient la nuit d'une couleur orange funèbre. Lorsque Ava freina brusquement devant la modeste maison de Cedar Lane, la fumée étouffait déjà l'air. Un voisin s'était précipité avec un tuyau d'arrosage, mais le feu se moquait de l'eau. Il faisait rage à l'intérieur. À travers les rideaux qui flottaient, Ava pouvait voir des ombres bouger. Minuscule, frénétique, Amelia. Sans hésiter, elle se précipita, ignorant les cris qui sortaient de ses poumons. La porte d'entrée était entr'ouverte. Elle la poussa. La chaleur la frappa. La fumée lui piquait les yeux, mais Ava ne s'arrêta pas. « Amelia » cria-t-elle. Un faible cri lui répondit depuis le couloir. Elle se baissa et avança en trébuchant, les genoux écorchés sur le bois, les bras tendus. Puis, de petits doigts tremblants trouvèrent dans son poignet. Le visage d'Amelia était couvert de suie et de larmes, et elle toussait de manière incontrôlable. « Je suis là », murmura Ava en enlaçant la fillette. « Je te tiens. » Avec toutes ses forces, elle porta Amelia vers la porte, juste au moment où une partie du plafond s'effondrait derrière elle, dans un craquement assourdissant. Le feu leur léchait les talons lorsqu'elles se précipitèrent dehors et s'effondrèrent dans l'herbe froide. La voiture de James arriva en dérapant au coin de la rue, projetant des graviers sous ses pneus. Il s'arrêta de justesse avant de bondir hors du véhicule. « Amelia » cria-t-il. Elle se jeta dans ses bras, toujours en train de tousser et de trembler. Ava était assise sur la pelouse, immobile, le souffle haletant. Son blazer était brûlé, ses paumes couvertes de cloques. Mais ses yeux ne quittaient pas James.
Le lendemain matin, il ne restait de la maison qu'un squelette fumant, des poutres noircies, des souvenirs carbonisés. Des années de chagrin et de guérison silencieuse réduites en cendres en une nuit d'inattention. Les pompiers avaient conclu à un accident électrique. Un problème de câblage, avait-il dit. Des prises obsolètes, peut-être une surtension. Mais James n'y croyait pas. Pas après avoir refait lui-même l'installation électrique de la maison. Pas après qu'un voisin ait mentionné avoir vu un homme en manteau sombre devant la maison la nuit précédente qui semblait perdu. Pas après ce qu'Andrew avait dit, il fixait les ruines, Emilia serrant sa main, la tête appuyée contre sa hanche. « Tu n'es pas en sécurité ici, » dit Ava doucement, debout à côté de lui. « Je sais, tu peux emménager dans la propriété Whitmore. Sécurité totale, étage privé, garde. Personne ne te touchera. » James secoua la tête. « Non, tu as failli perdre ta fille, James. » Il se tourna vers elle, la voix rauque. « À cause de moi. Parce que je me suis trop approché d'un monde qui ne sait pas aimer sans détruire. » Ava tressaillit, James détournant le regard, la mâchoire serrée. « Tu crois que c'était un hasard? Que c'est une coïncidence si l'incendie s'est déclaré 2 jours après que ton ex m'ait menacé? » Elle ne répondit pas. « Dis-moi que tu sais que ce n'était pas juste un fusible. » Elle resta silencieuse. Il hocha la tête une fois. « Exactement. » Un moment passa, puis il dit. « On part aujourd'hui. » Ava s'approcha. « Non, je dois le faire. James, tu es la seule raison pour laquelle je suis en vie, et Amelia est la seule raison pour laquelle je vis. » Dit-il. « Je ne la laisserai pas devenir une victime collatérale dans une guerre que je n'ai pas demandée. » Sa voix se brisa. « Tu n'es pas juste un donneur. » Il la regarda, les yeux embués. « Ava, je n'ai jamais été un simple donneur, et tu le sais. » Cet après-midi-là, le soleil tapait fort sur le parking silencieux d'un motel situé à 2 villes de là. James se tenait debout, un sac de voyage en bandoulière. Amelia attendait près de la portière ouverte de la voiture, sa licorne en peluche dépassant de son sac à dos. Ava n'était pas venue pour se disputer, ni pour supplier, juste pour voir. Elle regarda James tendre sa carte de crédit au réceptionniste du motel, observant la façon dont il jetait un coup d'œil à Amelia toutes les 10 secondes. Son instinct protecteur toujours en alerte. « Tu n'as pas ta place ici, » dit-elle finalement. « Je n'ai pas ma place là-bas non plus, » répondit-il. Sa voix était douce. « Tu appartiens à des gens qui te voient tel que tu es. » James se tourna vers elle, le visage impassible. « Et que vois-tu? » Elle déglutit. « Un homme qui souffre encore, qui continue de fuir, mais aussi le seul homme qui ne m'a pas abandonné quand j'étais au plus bas. » Il baissa les yeux, comme si ces mots lui faisaient plus mal que de la suie sur une plaie. Elle s'avança et lui glissa un petit dossier dans les mains. « Qu'est-ce que c'est? » « Des sauvegardes. Toutes tes recherches médicales, toutes les notes de laboratoire, les analyses sanguines. Tout ce que nous avons appris pendant que tu me soignais. Garde ça. Recommence si tu veux. » Il ouvrit légèrement le dossier et parcourut les pages. Son souffle se coupa. « Tu n'aurais pas dû. Je devais le faire, » l'interrompit-elle. « Parce que je suis peut-être ta patiente, James, mais je ne suis pas ton boulet. Je ne te retiendrai pas. » James cligna des yeux. « Promets-moi quelque chose, » murmura-t-elle. « Et si ?» Sa voix tremblait. « Si je fais une rechute, ne reviens pas par culpabilité. Ne reviens que si ton cœur te le dit. » Un long silence. Puis James fit quelque chose d'inattendu. Il s'avança, lui prit doucement le visage entre ses mains et murmura. « Si je reviens, ce sera parce que je ne pourrai pas rester loin de toi. » Puis il s'éloigna. 2 semaines plus tard, Ava s'effondra. Cela se produisit lors d'un dîner d'affaires de routine. L'instant d'avant, elle souriait, aussi posée que d'habitude, et portait un toast. L'instant d'après, ses mots étaient incohérents, ses mains tremblaient et ses jambes se sont dérobées sous elle. Elle a été transportée à l'hôpital avant l'arrivée de l'ambulance, dans un état inconscient. Lorsque Harris Lynn examina les résultats des tests, ses mains tremblaient. « La régression neurologique s'accélère », dit-il d'un ton grave au conseil d'administration. Sans le sang de James, elle n'a plus que 10 jours à vivre. Andrew pâlit. « Vous avez dit que le CRISPR pouvait fonctionner », aboya un membre du conseil. C'était une théorie et elle l'a refusé. Andrew fixait le sol, la mâchoire serrée. Personne ne prononçait le mot qui avait tout dit. Elle avait choisi James plutôt que la science. Et maintenant, elle en payait le prix.
Mais dans la pièce silencieuse, un téléphone se mit à sonner. Et loin de la ville, dans une chambre de motel remplie de trop nombreux fantômes, James fixait l'écran. Whitmore Medical. Il ne répondit pas. Pas encore. James était assis près du lit d'hôpital, les bras croisés sur la poitrine. Le bip des moniteurs dans la pièce derrière lui marquait la vie d'Ava d'un rythme froid et implacable. Il n'était pas entré, pas une seule fois. Au lieu de cela, il fixait le sol carrelé de la salle d'attente comme s'il pouvait s'y fondre. « D'Aurore », murmura une infirmière en lui tendant un bloc-notes. Il demande à nouveau juste une signature. Il le prit sans un mot, signa sans regarder et le rendit. Les formalités administratives n'avaient plus aucun sens quand on avait déjà perdu ce qui comptait. « Elle est réveillée », ajouta l'infirmière doucement. James ne leva pas les yeux. Cela ne change rien. Lorsque Eva ouvrit les yeux, la première chose qu'elle vit fut le plafond stérile. La deuxième fut sa propre main. La perfusion collée à son poignet tremblait de faiblesse, et la troisième fut la chaise vide à côté de son lit. Il n'était pas revenu. Le docteur Harris entra en frappant doucement, la voix basse. Ses signes vitaux sont stables, mais à peine. La transfusion sanguine nous a donné quelques heures, pas plusieurs jours. Nous l'avons appelé 3 fois. Il refuse. Les lèvres d'Ava étaient sèches. Où est-il? Il est toujours à l'hôpital. Mais pas ici, elle acquiesça lentement. L'émotion tremblait derrière ses yeux fatigués. Alors je vais le rejoindre. Mademoiselle Whitmore, vous n'êtes pas... Je ne vous demandais pas la permission. James ne broncha pas quand Eva entra dans la salle de consultation familiale. Son regard restait fixé sur la fenêtre, vide et gris sous la brune. « Tu devrais te reposer », dit-il d'un ton neutre. « Je me reposerai quand je ne serai plus en train de mourir », répondit-elle. Un battement, puis un autre. James se leva. « Tu es plus forte que ça. Ne me flatte pas. Tu as clairement dit ce que tu voulais. Tu penses que c'est ce que je veux? » Sa voix se brisa, rauque, effrayée. « Tu as failli mourir. Mon sang ne te guérira pas. C'est une chaîne. J'ai choisi cette chaîne. Ava a craqué parce que cela m'a donné plus que du temps. Cela m'a donné de la clarté. » James détourna le regard. La voix d'Ava s'adoucit. « Sais-tu ce que j'ai vu la nuit de l'incendie? J'ai vu un père s'effondrer à l'idée de perdre son enfant. Puis j'ai vu ce même homme ériger un mur autour de lui en un clin d'œil. Personne ne pouvait plus l'atteindre. Il ne dit rien. Tu ne me punis pas, James. Tu te punis toi-même. » Il la regarda enfin, les yeux remplis de chagrin et d'une émotion plus profonde. « Parce que j'ai échoué. Ma femme est morte dans un hôpital comme celui-ci. Et j'étais là. J'ai tout fait comme il fallait, et ça n'a pas suffi. Ce n'était pas ton échec. Elle était tout pour moi. » Un long silence s'installa entre eux, puis Ava dit doucement, « Laisse-moi parler à Amelia. » Ils se retrouvèrent dans le jardin sur le toit, un ancien héliport transformé en sanctuaire tranquille. Le ciel était bas, assombri par des nuages d'orage. Amelia était assise sur le banc dans sa veste d'école, balançant nerveusement ses pieds. « Je suis désolé de t'avoir entraîné dans tout ça, » commença Ava. Amelia secoua la tête. « C'est moi qui t'ai invité. Tu te souviens? » Elles échangèrent un petit sourire triste. « Il souriait plus avant, » murmura Amelia, « avant que maman ne meure. Il me lisait des histoires avant de dormir et prenait des voix drôles. Il dansait dans la cuisine. » Eva la regarda. « Cette version de lui te manque? » Amelia acquiesça. « Parfois, je pense qu'il est parti avec elle, la partie de lui qui aimait le monde. » La voix d'Ava était douce. « Il aime toujours le monde. Il l'aime juste plus discrètement maintenant. » Amelia hésita. « Tu lui fais peur. » Ava cligna des yeux. « Quoi? Pas dans le mauvais sens, » précisa la jeune fille. « C'est juste que s'il s'attache à nouveau à quelqu'un, cela signifie qu'il risque de perdre à nouveau. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air, lourds et beaux. Amelia pencha la tête. « Mais c'est peut-être la seule façon pour lui de guérir. »« Aimer à nouveau, » avala Ava. Amelia lui glissa un morceau de papier plié. « Il a écrit ça hier soir. Je l'ai trouvé dans sa veste. Il ne l'a pas envoyé. » Ava l'ouvrit. Il était adressé à Emily. « Ma très chère M, j'entends encore ton rire quand Amelia laisse ses chaussettes dans le frigo. Tu levais les yeux au ciel et tu disais, « C'est ta fille, tu sais. » Et tu avais raison. Je t'ai déçu. Pas parce que tu es morte. Je sais que même les meilleurs médecins ne peuvent pas vaincre la mort. Je t'ai déçu parce que j'ai arrêté de vivre après ton départ. Je pensais que le chagrin était synonyme de loyauté.
Mais maintenant, je me demande si l'amour, le véritable amour, exige plus que le silence et l'ombre. Il y a quelqu'un. Elle est compliquée, forte, le genre de force qui vous donne envie d'être meilleur. Pas seulement pour elle, mais pour vous-même. Et je déteste que cela m'importe. Parce que s'importer, c'est prendre à nouveau des risques. Mais ne pas s'importer, ce n'est pas vivre, c'est juste survivre. Tu me manques, monsieur, je t'aimerai toujours, mais peut-être que la meilleure façon d'honorer ton amour est de ne pas mourir avec toi. À toi pour toujours, James. Cette nuit-là, Eva était assise seule dans sa chambre d'hôpital, la lettre entre les mains, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. Elle ne savait pas ce que demain lui réservait, mais elle savait maintenant. Il n'était pas parti. Pas vraiment. Son cœur attendait juste la permission. Et peut-être, juste peut-être, qu'elle venait de la seule voix qu'il n'avait jamais cessé d'écouter. Ses filles, la grande salle de bal de la tour Whitmore, n'avaient pas vu autant de caméras depuis des années. Les journalistes se pressaient les uns contre les autres sous les lustres scintillants, leurs objectifs braqués sur l'élégant podium en acier au centre de la scène. Sur l'écran géant derrière lui, des lettres blanches en gras brillaient. Une percée dans la thérapie génique. Whitmore dévoile l'avenir. Andrew Monroe se tenait droit, vêtu d'un costume parfaitement taillé, le sourire clinique et triomphant. En tant que directeur général, il était habitué à l'attention, mais aujourd'hui, c'était différent. Aujourd'hui, il avait l'intention de faire la une des journaux pour des générations. Mesdames et messieurs, commença-t-il d'une voix amplifiée et claire. Ce que nous vous présentons aujourd'hui n'est pas seulement un traitement. C'est une révolution. Des diapositives défilèrent derrière lui. Des brins d'ADN, des cartes neuronales, des graphiques illustrant la réparation cellulaire. Le public acquiesçait, certains visiblement impressionnés. Andrew marqua une pause, juste assez longue pour laisser le buzz monter. Notre protocole à base de CRISPR a passé les simulations précliniques et, avec l'accord du conseil d'administration, dit-il en jetant un coup d'œil à Ava assise à sa droite, nous commencerons les essais sur l'homme au cours du prochain trimestre, en commençant naturellement par notre propre PDG. Des applaudissements polis suivirent, mais Ava ne bougea pas. Andrew se pencha vers le micro et ajouta « Nous pensons que cette thérapie rendra obsolètes les interventions expérimentales antérieures, y compris, malheureusement, le protocole non conventionnel à base de plasma dont certains d'entre vous ont peut-être entendu parler. » Voilà, c'était dit, l'attaque voilée. Ava se leva, les caméras se braquèrent sur elle. Andrew la regarda, surpris. « Je crains de ne pas pouvoir soutenir cette annonce, » dit-elle d'une voix calme mais résolue. La salle se figea. Des murmures parcoururent la fosse réservée aux médias. Andrew cligna des yeux. « Ava, nous en avons discuté. Je suis toujours PDG. » Elle l'interrompit. « Et j'ai quelque chose à dire. » Elle s'avança vers le podium, ses talons résonnant comme des tambours de guerre. Lorsqu'elle regarda la mère de visage, elle se tenait droite, le visage impassible. « Je lutte contre une maladie dégénérative rare depuis plus d'1 an, commença-t-elle. Beaucoup d'entre vous le savent. Ce que vous ne savez pas, c'est ce que j'ai frôlé la mort. Pas une fois, mais plusieurs fois. » Elle jeta un coup d'œil vers le fond de la salle. « Non, James, mais elle continua. Il n'y avait aucun remède, aucun essai clinique, aucun médicament miracle. Une seule chose m'a donné du temps. Une transfusion sanguine provenant d'un homme qui n'a jamais cherché à être sous les feux de la rampe. Un homme qui a servi son pays, qui a perdu sa femme dans un hôpital qui l'a laissé mourir et qui a quand même trouvé dans son cœur la force de sauver une inconnue. Le silence était désormais total. Je lui ai offert 10 millions de dollars. Ava a dit qu'il avait refusé. Pas une fois, pas 2 fois, mais à chaque fois, parce que certaines choses n'ont pas de prix. Andrew s'avança, le visage tendu. Ava, avec tout le respect que je te dois, les anecdotes personnelles n'ont pas leur place ici. Nous sommes une entreprise de biotechnologie. Nous traitons des faits. Alors laissez-moi vous en donner un, dit Ava en se tournant à nouveau vers le public. L'homme qui m'a sauvé la vie, James Rohr, est le même médecin qui, il y a 5 ans, a déposé un rapport mettant en garde contre une interaction médicamenteuse qui a entraîné la mort de sa femme. Un rapport qui a été ignoré par le conseil d'administration d'un hôpital qui cherchait à obtenir des autorisations plus rapides. La salle a explosé. Les journalistes criaient tous en même temps. Les microphones se sont précipités vers l'avant.
Un journaliste se leva, une tablette à la main. Est-il vrai que l'affaire a été étouffée? Ava acquiesça. Jusqu'à la semaine dernière, lorsque j'ai rouvert l'enquête. Le visage d'Andrew pâlit. Elle poursuivit d'une voix qui couvrait le bruit. Les preuves ont innocenté Andrew. Il ne l'a pas laissé tomber. C'est le système qui a failli. Le silence retomba. Puis des applaudissements éclatèrent, d'abord timides, puis de plus en plus forts. Andrew serra les mâchoires, mais ne dit rien. Ava recula, respirant difficilement. Non pas à cause de la maladie, mais du soulagement. 5 années d'injustice effacées en 5 minutes. Plus tard, dans le calme de son bureau, Ava s'assit près de la fenêtre donnant sur la ville. Ses mains tremblaient, non pas de peur, mais sous le poids émotionnel de ce qui venait de se passer. La porte s'ouvrit doucement derrière elle. Elle ne se retourna pas. « Je ne pensais pas que tu viendrais, dit-elle. » La voix de James était basse, douce. Moi non plus. Il resta silencieux derrière elle pendant un moment. « Tu n'avais pas besoin de me défendre comme ça. »« Je ne te défendais pas, » dit Ava, toujours face à l'horizon. « Je défendais la vérité. » Une pause. « Je pensais que tu me détesterais, » murmura-t-elle pour avoir rendu tout cela public. Il s'approcha. « Tu m'as rendu quelque chose que je ne pensais pas mériter. » Elle se tourna vers lui, le regardant dans les yeux. « Qu'est-ce que c'est ?» Il hésita. Une voix. Pour la première fois depuis des jours, elle sourit. C'était un petit sourire, mais sincère. « Tu m'as donné plus que ça, James. Tu m'as donné du temps, un souffle, une chance de me sentir à nouveau vivante. Je ne voulais rien en retour. Je sais, murmura-t-elle. C'est pour ça que ça signifie tout pour moi. » Il la regarda, vraiment. Et pour la première fois, les murs autour de lui commencèrent à se fissurer. « Je ne suis pas venu ici pour être ton héros, Ava. Je n'avais pas besoin d'un héros, répondit-elle. J'avais besoin de quelqu'un qui me voit quand je ne me voyais plus moi-même. » Le silence les enveloppa, chaud et intense. Puis James demanda, « Et maintenant? » Ava regarda à nouveau la ville. « Maintenant, on continue, et peut-être que cette fois-ci, pas seul. » Dehors, les médias continuaient de s'agiter autour de l'histoire de l'homme qui avait refusé 10 millions. Mais dans cette pièce, quelque chose de bien plus grand venait d'être gagné. Le respect, la rédemption et les prémices fragiles de quelque chose qui n'avait pas encore de nom, mais qui était bien réel. Et cela, plus que n'importe quel communiqué de presse, allait durer, car la pluie commença peu après minuit. Ce n'était pas une douce berceuse sur les toits. C'était une averse furieuse et urgente qui frappait les fenêtres de l'hôpital comme les poings d'un monde refusant de dormir. Les lumières des urgences bourdonnaient sous la pression. Les infirmières se déplaçaient rapidement, leurs voix coupées et tremblantes d'urgence. James Rohr se tenait figé à l'entrée de la chambre d'Amelia, son calme militaire se fissurant à chaque seconde qui passait. Sa fille était en train de faire une crise. Son petit corps si plein de vie et de rire gisait maintenant inerte sur le brancard. Sa peau était pâle et moite, ses lèvres teintées de bleu. Les médecins criaient des ordres. Les moniteurs clignotaient en rouge. La voix du médecin traitant était aiguë, précise. « Il faut du sang. Oh, négatif. Le test de compatibilité a échoué. » Les plaquettes s'effondrent. James essaya de parler, mais les mots moururent dans sa gorge. « Je peux donner le mien, commença-t-il. « Vous l'avez déjà fait, l'interrompit le médecin. Elle a développé des anticorps après des transfusions répétées. Nous ne pouvons pas prendre ce risque. » James agrippa le bord de l'encadrement de la porte. « Alors trouvez quelqu'un. Nous essayons. » Mais le tic-tac de l'horloge était plus fort que l'espoir. Puis les portes s'ouvrirent brusquement. Trempé, son manteau de créateur était complètement mouillé, ses talons résonnaient de sa détermination implacable. Ava Whitmore entra comme une tempête envoyée par les dieux. « Je suis O négatif, dit-elle. L'infirmière hésita. « Mademoiselle Whitmore, votre état... » Je dis, « Prenez-le. » Ava répondit sèchement en déboutonnant sa manche. « Maintenant, Amon Hiftonen. » James se retourna, stupéfait. « Ava, non. Ton système immunitaire est encore affaibli. » Elle le regarda, non pas comme un PDG, ni comme un patient, mais comme une femme qui avait choisi de se battre. « C'est ta fille, dit-elle doucement, ce qui signifie qu'elle fait aussi partie de ma vie. » Et sans attendre sa permission, elle tendit son bras. L'infirmière s'empressa. La poche de sang se remplit lentement, rouge contre le verre, épais,
symbole d'un sacrifice silencieux. 2 heures plus tard, la tempête à l'extérieur s'était calmée. Mais à l'intérieur de l'unité de soins intensifs, la véritable tempête venait de passer. Les signes vitaux d'Amelia s'étaient stabilisés. La fièvre était tombée, sa poitrine se soulevait et s'abaissait à un rythme régulier et superficiel. Elle était hors de danger. Mais Ava ne l'était pas. James était assis à son chevet, la perfusion sifflant doucement à côté d'elle, son visage trop pâle pour être rassurant. Elle semblait dormir, mais sa respiration était superficielle, ses lèvres sèches. Le médecin entra, hésitant. Elle s'était effondrée à cause d'une perte sanguine aiguë. Ses taux étaient déjà limites. Elle n'aurait pas dû se lever, encore moins donner son sang. James fixait Ava, la gorge serrée. Le médecin ajouta « Mais elle vient peut-être de sauver la vie de votre fille. » Dès que le médecin eut quitté la pièce, James saisit la main d'Ava. Elle était froide et délicate. Il avait vu des hommes se vider de leur sang dans des zones de guerre. Il avait vu des héros tomber, la poitrine couverte de médailles et la peur dans les yeux. Mais là, c'était différent. Ce n'était pas le devoir. Ce n'était pas le protocole. C'était de l'amour. Silencieux, imprudent et totalement immérité. Une larme coula sur sa joue, brûlante comme une confession. « Vous n'auriez pas dû faire ça, murmura-t-il. Vous n'auriez pas dû prendre ce risque. » Ava remua légèrement. Il se pencha vers elle. « Vous avez dit que personne ne vous avait vu, murmura-t-il. Mais moi, je vous ai vu. Je vois tout maintenant. Pas la PDG, pas la femme de public, mais la femme qui a traversé le feu pour une enfant qui n'était pas la sienne. » Ses lèvres s'entr'ouvrirent, dans un souffle à peine audible. « Elle l'est. » James se figea. Ava ouvrit lentement les yeux. « Elle est mienne aussi. » Il expira bruyamment, submergé par l'émotion. « Tu aurais pu mourir. Tu aurais dû, » répondit-elle. Et tout à coup, la tempête qui faisait rage en lui s'apaisa. James baissa la tête, le front contre sa main, des larmes silencieuses coulant sur sa peau. Au cours de toutes ces années de guerre, de pertes, d'opérations chirurgicales dans des tentes et des unités de triage, il n'avait jamais pleuré ainsi, car il ne s'agissait pas seulement de sauver Amelia. Il s'agissait de quelqu'un qui avait choisi de la sauver, quelqu'un qui l'avait choisi. Plus tard dans la matinée, alors que l'aube pointait à travers les nuages orageux, Amelia se réveilla et trouva son père endormi dans un fauteuil à côté du lit d'Ava. Leurs mains étaient toujours entrelacées. Elle entra dans la pièce sur la pointe des pieds, enveloppée dans une couverture d'hôpital. Elle s'arrêta sur le seuil et les observa. Elle ne dit rien, ne bougea pas. Elle se contenta de sourire. Car même une enfant pouvait voir ce que 2 adultes brisés ne pouvaient pas voir. Il ne s'agissait plus seulement de survie. C'était le début de la guérison. Ensemble, le soleil venait à peine de se lever lorsque James frappa à la porte d'Ava. Pas de fanfare, pas d'entourage, juste lui, vêtu d'un pull gris doux, d'un jean usé et avec cette même gravité tranquille qui semblait toujours faire taire le bruit du monde autour de lui. Ava ouvrit la porte, le visage encore pâle, mais les yeux plus brillants qu'ils ne l'avaient été depuis des semaines. Elle ne dit rien. Elle n'en avait pas besoin. « Habille-toi, dit-il doucement. Je veux te montrer quelque chose. » Le trajet fut silencieux et pittoresque. Il ne dit pas où ils allaient, et elle ne demanda pas. C'était la première fois depuis des années qu'elle se permettait de s'abandonner, non pas à un homme, mais à un moment. Ils s'arrêtaient près d'une plage tranquille, encore humide de la pluie récente. Les vagues étaient douces, effleurant le sable avec une grâce que seul le temps pouvait perfectionner. Ava sortit de la voiture pieds nus, laissant le vent marin emmêler ses cheveux. James marcha à ses côtés, près d'elle, mais sans la toucher. Le silence entre eux était riche. Pas gênant, pas vide, mais rempli de toutes les choses qui n'avaient pas besoin d'être dites. « Tu venais souvent ici ?» demanda-t-elle. Il acquiesça. Avant Amelia, avant la guerre, quand je croyais encore que réparer les choses signifiait qu'elles restaient irréparées, un petit rire s'échappa de ses lèvres. Et maintenant, je sais que certaines choses se brisent pour laisser place à quelque chose de mieux. Elle se tourna vers lui, soudain sérieuse. « Pourquoi m'as-tu vraiment amené ici? » James expira, scrutant son visage comme pour le mémoriser. « Parce que j'avais besoin que tu voies l'endroit où j'ai fait une promesse autrefois, et je veux en faire une autre. » Son cœur battit de la chamade.
Il plongea la main dans la poche de son manteau et en sortit un simple coquillage, lisse, blanc, banal. Mais dans sa main, il semblait sacré. Quand j'étais en mission à l'étranger, commença-t-il, chaque fois que je pensais que je ne reviendrais pas, j'imaginais cet endroit, ce bruit. L'océan n'exige rien de toi. Il continue simplement d'exister. Peu importe qui part. Il lui prit la main doucement, avec révérence. Si tu survis à tout ça, si tu es encore debout quand cette guerre sera finie, je veux t'épouser, Eva. Les vagues s'arrêtèrent pour attendre sa réponse. Elle ne pleura pas. Elle ne haleta pas. Elle se contenta de sourire. Un petit sourire, discret et sincère. « Personne ne m'a jamais choisi, » murmura-t-elle. « Pas sans savoir ce que je pouvais donner en retour. Pas sans condition. » La voix de James s'affaiblit. « Je ne suis pas ici pour ton empire. Je suis ici parce que tu es entré dans une maison en feu pour sauver ma fille. Je suis ici parce que tu me donnes l'impression qu'il me reste encore quelque chose pour quoi me battre. Et parce que quand tu n'es pas dans la pièce, plus rien n'a de sens. » Elle appuya son front contre le sien, leur souffle se mêlant dans l'air salé. « Tu es fou, Dim, » dit-elle doucement. « Et pourtant, tu es là. » 2 jours plus tard, à l'hôpital, les derniers résultats arrivèrent. Le docteur Leland, l'hématologue qui avait suivi l'état d'Ava, se tenait au bord de son lit, l'air à la fois étonné et incrédule. « Je ne sais pas comment l'expliquer, dit-il. Votre corps ne réagit plus au sang de James, ce qui est une bonne chose. » James se raidit. « Vous voulez dire qu'il le rejette? »« Non, répondit Leland en brandissant le dossier. Je veux dire qu'il n'en a plus besoin. Votre système immunitaire a évolué, s'est adapté. Les anticorps développés par votre corps ont compensé la déficience. En termes médicaux, vous êtes stabilisé. » Ava cligna des yeux, stupéfaite. « Vous voulez dire que je suis... » « Vous êtes en rémission, » dit le médecin avec un doux sourire. « Peut-être même guéri. Et cela s'est produit plus rapidement que nous ne l'avons jamais observé chez un patient dans votre état. » James la regarda, les yeux écarquillés. Eva était sans voix. Leland poursuivit en refermant le dossier. « Parfois, le corps décide simplement qu'il veut vivre. » La pièce était silencieuse lorsqu'il quitta la pièce, laissant le poids de ses mots flotter dans l'air comme un miracle trop fragile pour être nommé. Cette nuit-là, alors que les lumières de la ville clignotaient sous la fenêtre de l'hôpital, Ava se tenait à côté de James, les bras croisés. « J'ai peur, » admit-elle. « De quoi? »« Que cette vie ne soit pas temporaire, d'espérer. » James se tourna vers elle et posa sa main sur son cœur. « Tu as survécu aux salles de réunion, au procès, à la trahison, à un corps qui te lâche. Tu penses que l'espoir est la limite à ne pas franchir. » Cette fois, elle rit de tout son cœur. Puis elle leva la main et effleura son visage du bout des doigts. « Promets-moi quelque chose, » murmura-t-elle. « N'importe quoi. Quand tu me demanderas à nouveau en mariage, fais-le un jour qui ne soit pas gâché par des aiguilles et des résultats d'examen. » Il sourit. « D'accord. Mais James, oui. » Elle se pencha vers lui, posa sa tête contre sa poitrine et ferma les yeux. J'ai déjà dit oui. L'océan les attendait toujours. Et cette fois, à leur retour, ils ne marcheraient pas comme 2 étrangers qui s'étaient sauvés mutuellement, mais comme 2 personnes qui avaient appris la vérité la plus puissante qui soit. L'amour n'est pas ça doit être logique, il est censé être réel. Le grenier était poussiéreux, silencieux et baigné par la lumière dorée de l'après-midi qui filtrait à travers l'étroite fenêtre. James s'agenouilla à côté d'un vieux coffre en cèdre, de ceux qui sentent encore légèrement la lavande et le thym. Amelia s'assit en tailleur à côté de lui, ses petites mains effleurant la poussière sur le couvercle. « Tu es sûr que tu veux l'ouvrir maintenant, papa? » James hésita. Le coffre n'avait pas été ouvert depuis les funérailles. Peut-être même pas depuis avant le diagnostic, mais quelque chose dans la mort d'Ava, quelque chose dans la façon dont elle avait donné son sang sans hésiter pour sauver Amelia, avait brisé plus qu'une dette. Cela avait brisé son cœur. Il acquiesça et souleva le couvercle. À l'intérieur, parfaitement conservé dans des paquets soigneusement emballés et noués avec un ruban, se trouvaient des lettres. Des dizaines de lettres, certaines jaunies, d'autres impeccables, certaines écrites au marqueur épais avec des cœurs ridicules, d'autres dans une écriture cursive délicate. Amelia prit la première. « Pour toi un jour,
lut-elle à voix haute avant de l'attendre à son père. James déplia la lettre avec des doigts tremblants. Il reconnut immédiatement l'écriture d'Emily, sa défunte épouse, régulière et élégante, à l'image de la femme elle-même. Il lut en silence, ses yeux parcourant lentement chaque mot, le cœur serré. « James, si tu lis ceci, je suppose que je ne suis plus là. Rien que d'y penser, cela me brise le cœur. Mais si tu es là, j'espère que tu es assis au soleil. J'espère qu'Amelia est près de toi. Et j'espère que tu n'as pas laissé le monde fermer ton cœur à jamais. Si tu as trouvé quelqu'un d'autre, et je prie pour que ce soit le cas, aime-la comme tu m'as aimé, pleinement, sans crainte, sans retenue. Je sais à quel point tu es loyal. Mais la loyauté ne signifie pas construire un sanctuaire dédié au passé. Cela signifie honorer l'amour que nous avons partagé en vivant. Et si jamais elle doute de la profondeur de ton amour, dis-lui. Dis-lui qu'une fois, tu as aimé une femme de tout ton cœur. Que tu es resté éveillé toutes les nuits pendant des semaines, à mémoriser le rythme de sa respiration, de peur qu'elle ne s'arrête. Dis-lui que tu lui as tenu la main pendant qu'elle souffrait si fort que son monde s'est effondré autour d'elle, et que tu ne l'as jamais lâché. Dis-lui que tu étais un soldat, un guérisseur, un mari, et que tu es toujours les trois. Si tu as encore la bague, donne-la à lui. Ou mieux encore, offre-lui en une nouvelle. Une qui dit « Je te choisis pleinement », parce que l'amour n'est pas une seconde chance. C'est un nouveau départ. James ne bougea pas. Son souffle se bloqua sur quelque chose de trop ancien et trop sacré pour être nommé. Sa poitrine lui faisait mal, mais pas de chagrin. Elle lui faisait mal de paix. Cette nuit-là, il sortit un petit écrin en velours qu'il cachait depuis des mois. Ce n'était pas l'ancienne bague, même s'il l'avait gardée aussi. Elle était rangée précieusement dans son portefeuille, comme une relique. Celle-ci était nouvelle. Un simple anneau en platine avec un petit diamant serti bas et solide. Rien de tape à l'œil, rien de voyant, mais cela lui ressemblait. Ava, solide, rayonnante, discrètement puissante. Amelia leva les yeux du bord du lit où elle était assise en pyjama. « C'est pour Eva? » James acquiesça. Sa fille sourit. « Je pense que maman serait fière. Je l'espère. » Elle marqua une pause, puis ajouta « Elle m'a dit une fois, juste avant d'entrer à l'hôpital, que s'il lui arrivait quelque chose, je devais te le rappeler. Tu as le droit de revivre. » Je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire jusqu'à ce que je te voie avec Eva. James ravala la boule qui lui serrait la gorge. « Merci de me l'avoir rappelé. » Le lendemain matin, James se tenait devant l'immeuble Whitmore. Une douleur familière lui tordait les entrailles. Mais ce n'était pas de la peur, c'était de l'anticipation. Il entra par la porte de service comme la première fois, lorsqu'il n'était encore qu'un donneur anonyme, un sauveur réticent. À présent, chaque pas lui semblait plus léger, plus assuré. Le bureau d'Ava était calme lorsqu'il arriva. Elle était assise seule devant l'immense fenêtre, le soleil filtrant à travers le verre et projetant de longues ombres sur le sol. Elle se retourna lorsqu'elle entendit ses pas. Leurs regards se croisèrent. À cet instant, aucun mot n'était nécessaire. James plongea néanmoins la main dans la poche de son manteau et tendit la boîte. Eva cligna des yeux. « C'est... » Il l'ouvrit lentement, dévoilant la bague. « J'ai lu une lettre hier, » dit-il d'une voix étranglée par l'émotion. « D'Emily. » Les yeux d'Ava s'adoucirent. L'amour, ce n'est pas remplacer le passé, c'est choisir pleinement le présent. Et Ava, je te choisis. Les larmes lui montèrent aux yeux, mais elle les retint. Au lieu de cela, elle se leva, s'approcha et lui prit la main. « Je pensais savoir ce que signifiait le pouvoir, murmura-t-elle. Les contrats, les salles de réunion, les empires, mais c'est ça. En ce moment, savoir que quelqu'un te voit tout entier et te choisit quand même. » James glissa la bague vers son doigt. « Je ne sais pas où la vie nous mènera, dit-il, mais je veux marcher à tes côtés. » Elle sourit. « Alors marchons. » Dehors, la ville bougeait comme toujours, rapide, bruyante, implacable. Mais à l'intérieur de ce bureau, deux personnes restaient immobiles, main dans la main, tenant leur avenir entre leurs mains. Le passé avait enfin été honoré et un nouveau chapitre, non seulement de guérison, mais aussi d'espoir, avait commencé. Le jardin avait changé au fil des ans, mais pas de manière significative. Le même vieux chêne étendait toujours ses bras comme un sentinelle. Les parterres de fleurs, entretenus avec amour par les infirmières et les bénévoles, étaient couverts de roses de fin de printemps,
de tulipes et de liserons. Un petit banc en bois, décoloré par le soleil et le temps, se dressait sous la pergola, silencieux, digne, comme s'il se souvenait de la femme qui s'asseyait là tous les soirs, attendant un miracle qui ne venait jamais. Aujourd'hui, il allait être le témoin d'un miracle d'un autre genre. Une allée blanche avait été tracée entre les parterres de fleurs. Des chaises pliantes étaient alignées de part et d'autre, occupées par des spectateurs silencieux, des infirmières, des médecins, des amis et des personnes dont la vie avait croisé celle de James ou d'Eva d'une manière ou d'une autre. Même le concierge qui avait autrefois aidé James avec son badge d'identité était assis respectueusement à l'arrière, vêtu de ses habits du dimanche. Au bout de l'allée, James se tenait debout dans un costume bleu marine sur mesure, sa posture militaire adoucie par une douceur dans les yeux qui n'était pas là auparavant. À côté de lui, Amelia ajustait le binaire sur son revers, les mains calmes et précises. « Tu as l'air nerveux, le taquina-t-elle. »« Je ne le suis pas, répondit-il. »« Mentor, sourit-elle, mais tu as l'air heureux. » Il se pencha et embrassa le sommet de sa tête. « Je le suis. » La musique commença, de douces notes de piano flottant dans les haut-parleurs du jardin. Puis toutes les têtes se tournèrent. Eva apparut. Elle portait une robe blanche simple et élégante, tombant sur ses épaules, avec des détails en dentelle qui reflétaient la lumière du soleil comme de la rosée sur des pétales. Ses cheveux tombaient en boucles souples, et ses yeux brillaient d'une lueur qu'aucun empire commercial, aucun contrat, aucune fortune ne pourrait jamais acheter. La paix. À son bras se tenait Alfred Whitmore, toujours aussi grand, toujours aussi imposant, mais avec des larmes qui brillaient sans honte dans ses yeux. Alors qu'il marchait lentement dans l'allée, Ava murmura « Tu es sûr que tu es prêt à me donner ?» Alfred lui serra doucement la main. « Je ne te donne pas, murmura-t-il. Je te confie à quelqu'un qui te mérite. » Lorsqu'ils arrivèrent au bout de l'allée, Alfred regarda James, non pas avec le regard froid d'un PDG évaluant un candidat, mais avec la gratitude lasse d'un père dont la fille avait enfin été sauvée. Non pas par la science, mais par quelque chose de plus fort. Il plaça la main d'Ava dans celle de James et murmura « Prendre soin de ma petite fille, je le fais déjà », répondit James. La voix du célébrant s'évanouit tandis qu'Amelia s'avançait, un papier plié à la main. Elle se tint devant le petit groupe, s'éclaircit la gorge et commença. « Quand j'étais petite, je pensais que les miracles n'existaient que dans les laboratoires. Je pensais que l'amour n'était qu'une chose de plus qui disparaissait quand les gens tombaient malades ou se faisaient du mal. Mais ensuite, quelque chose s'est produit. Une femme que je ne connaissais pas a donné son sang pour moi, et un homme que je connais depuis toujours a donné son cœur à quelqu'un de nouveau. Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'un mariage parfait. Il s'agit de deux personnes qui ont traversé l'enfer, qui ont tout perdu et qui ont quand même choisi de croire. Il existe des miracles que la science ne peut expliquer, comme un PDG qui renonce à son pouvoir par amour ou un soldat qui réapprend à sourire. Mon père m'a dit un jour que la chose la plus courageuse que l'on puisse faire est d'aimer à nouveau après avoir tout perdu. Alors, levons notre verre à l'amour courageux. Levons notre verre au choix de la gentillesse plutôt que du contrôle. Et levons notre verre au genre de miracle qui ne commence pas dans un laboratoire, mais dans le cœur de quelqu'un. Elle recula, la voix tremblante mais fière. La foule se tut, le poids de ses mots résonnant comme la lumière du soleil après la pluie. Ava se tourna vers James. « Je pensais avoir besoin d'un remède, dit-elle, la voix brisée. Mais ce dont j'avais vraiment besoin, c'était de quelqu'un qui me voit. Pas comme une PDG, pas comme une patiente, mais simplement comme moi. » James lui prit de la main. « Tu n'as jamais été brisée, Eva. Tu étais juste fatiguée de tout porter seule. » Ils échangèrent leurs vœux, simples, sincères. « As, je promets de ne plus jamais me cacher derrière des chiffres et des gros titres. Je promets de ne pas aimer derrière des murs, mais à bras ouverts. James, je promets de marcher à tes côtés, ni devant, ni derrière, pour te protéger, rire, t'écouter et te rappeler chaque jour que tu n'es pas seul. » Puis vint le moment de l'échange des alliances. James glissa la bague au doigt d'Ava, comme il l'avait promis peu de temps auparavant, au chevet de son lit d'hôpital. La foule a éclaté en applaudissements discrets et joyeux. De loin, derrière le treillis de pierre, une silhouette solitaire observait la scène. Andrew, en costume impeccable, avait une expression indéchiffrable. Mais quand Ava sourit à James, sincère, radieuse, sans réserve,
Andrew a fermé les yeux un instant, puis s'est retourné et s'est éloigné. Pas d'amertume, juste de l'acceptation. Parce que certaines histoires ne consistent pas à regagner ce qui a été perdu, mais à lâcher prise pour que quelque chose de mieux puisse commencer. Alors que le soleil plongeait vers l'horizon, les invités commencèrent à se disperser. Des rires fusaient dans les coins tranquilles. Les enfants jouaient à chat près des rosiers. Quelqu'un mit un disque de jazz doux près de la table des rafraîchissements. Ava s'assit avec James sous le vieux chêne, là où il avait autrefois laissé son chagrin. Maintenant, il lui tenait la main. Amelia courut vers eux, sa robe tachée de gâteau et de joie. « Venez danser avec moi » cria-t-elle. James se leva et entraîna Ava avec lui. « Nous sommes de très mauvais danseurs » murmura-t-il. « Je m'en fiche » rit Ava. Lui aussi. Dans ce jardin, où autrefois le chagrin avait fleuri, la joie avait enfin pris racine. Et dans la plus simple des promesses murmurées non seulement devant les témoins, mais aussi devant le passé lui-même. Un nouveau chapitre commençait. Les années d'avènement démarraient. La silhouette de la ville s'était élevée. Le verre et l'acier s'élevaient comme des promesses tenues. Mais sous cette avancée vertigineuse, quelque chose de plus profond avait pris racine. Quelque chose qui ne pouvait se mesurer en cours boursier ou en brevet. Cela s'appelait Blood of Hope. Ce qui avait commencé comme une initiative modeste, avec quelques camions frigorifiques, un laboratoire emprunté et une mission, était devenu un réseau de banques de sang rares à travers le pays. Les hôpitaux qui refusaient autrefois des patients faute de donneurs compatibles avaient désormais la possibilité de leur dire oui. Des vies qui vacillaient autrefois entre la vie et la mort brillaient désormais de mille feux. Et au centre de tout cela se trouvaient James Whitmore et Ava Hale. Ils n'étaient plus définis par leur titre, leur maladie ou leur regret d'ossé. Ils étaient simplement des guérisseurs, des bâtisseurs, des parents, des croyants. À l'occasion du 20e anniversaire de la Fondation, l'hôpital Whitmore Memorial bourdonnait d'activités. Une banderole flottait à l'entrée. Chaque goutte est un miracle. Chaque cœur est un foyer. À l'intérieur, une douzaine de nouveaux donneurs attendaient tranquillement dans la salle d'attente propre et blanche. Certains étaient nerveux, d'autres arboraient un sourire courageux. Tous étaient là parce qu'ils avaient entendu parler d'une femme qui avait failli mourir jusqu'à ce qu'un homme anonyme lui donne une seconde chance en lui donnant son sang. Cette femme marchait désormais dans les couloirs comme si elle était chez elle. Ava avait vieilli, mais avec élégance. Elle avait retrouvé ses forces depuis longtemps. Mais ce qui l'avait adoucie, ce n'était pas la faiblesse. C'était la joie. Elle passa devant la salle de jeu où de jeunes patients coloriant des fresques représentant des cœurs et des gouttes rouges, s'arrêtant un instant avant d'entrer dans une chambre privée où une jeune femme était assise, attendant. La patiente n'avait pas plus de 20 ans. Elle était pâle, fragile, les mains tremblantes sur ses genoux, tandis que la perfusion coulait doucement dans sa veine. Ava frappa doucement et entra. « Bonjour » dit-elle avec un sourire chaleureux. « Ça te dérange si je m'assois un instant ?» La jeune fille acquiesça, les yeux écarquillés. « On m'a dit que tu recevais ta première unité aujourd'hui. Je sais que ça peut te faire peur. Je voulais juste te demander, murmura la jeune fille. L'infirmière a dit que c'était une compatibilité rare. Je me demandais juste, qui m'a donné ça? Derrière elle, la porte grinça doucement. Une femme en blouse blanche entra. Amelia. Ses yeux reflétaient le calme de quelqu'un qui avait vu des miracles et la force de quelqu'un qui en avait eu besoin autrefois. Elle s'approcha de la patiente, vérifia rapidement le moniteur, puis s'agenouilla pour se mettre à sa hauteur. « Mon père, dit-elle doucement, c'est son sang que tu reçois. » La fillette ouvrit la bouche émerveillée. Ce devait être un homme extraordinaire. Amelia sourit. « Il l'est, mais si vous lui demandez, il vous dira que ce sang ne lui a jamais vraiment appartenu. Que veut-il dire? » Amelia regarda vers la fenêtre où la lumière se répandait sur le sol comme une bénédiction. Sa voix s'adoucit. Il vous dirait qu'il appartient à la femme qui lui a appris à aimer à nouveau, la femme qui lui a rendu la vie. La jeune fille cligna des yeux, confuse mais réconfortée, puis elle sourit. Cette nuit-là, James était assis seul sur un banc devant l'atrium vitré de l'hôpital. Une sculpture dans le jardin portait les noms de centaines de patients sauvés grâce au sang de l'espoir. Mais son regard n'était pas fixé sur la pierre. Il était tourné vers les étoiles. Ava le rejoignit silencieusement et glissa sa main dans la sienne. « Elle va bien? » demanda-t-il.
Elle ira bien. Ils restèrent assis en silence, enveloppés dans une paix acquise au prix du feu et de la perte, du pardon et d'une seconde chance. Ava appuya sa tête contre son épaule. Tu te souviens de ce que tu m'as dit un jour, que tu n'étais pas un miracle? James rit tristement. Oui, tu avais tort, dit-elle en levant le visage vers lui. Tu étais le miracle que je n'avais pas vu venir. Il sourit, les yeux brillants d'émotion. Et tu es la raison pour laquelle j'ai recommencé à respirer. Amelia se tenait dans le couloir, les regardant de loin. Elle tenait un bloc-notes dans une main et une photo dans l'autre, la photo de mariage de sa mère. Dans la lumière tamisée, la ressemblance entre les deux femmes était presque troublante. Mais l'amour qui se dégageait de la scène devant elle, entre James et Ava, était quelque chose qui leur était propre. Mura, tu avais raison, maman. Il a trouvé son chemin. Plus tard dans la soirée, lors de la cérémonie de clôture du gala anniversaire, un jeune garçon monta sur scène, serrant nerveusement une note dans sa main. Il avait été sauvé par le sang de l'espoir et il voulait dire « Merci ». Ma mère m'a dit que parfois, les héros ne portent pas de cape, l'utile d'une voix tremblante. Parfois, ils retroussent simplement leurs manches. Une goutte m'a sauvé la vie. Mais cette goutte venait d'une personne au grand cœur. Alors, merci qui que vous soyez. Il fit une pause, regarda James et Ava au premier rang. Et j'espère qu'un jour, je deviendrai quelqu'un qui donnera comme vous l'avez fait. Les applaudissements furent tonitruants, mais James n'applaudit pas. Il regarda simplement Ava, les yeux remplis de larmes, le cœur débordant. Elle lui prit la main et ensemble, ils sourirent, tranquillement, humblement, pleinement. Épilogue. Au-dessus de l'entrée du Blood of Hope Center est désormais accrochée une plaque. On peut y lire « Une goutte sauve une vie. Un cœur guérit une âme en mémoire de ceux que nous avons perdus et en l'honneur de ceux qui ont choisi de donner. » Et si vous demandez à n'importe qui pourquoi cela fonctionne, pourquoi des inconnus de tous horizons viennent donner leur sang, ils vous désigneront deux personnes qui ont transformé leur douleur en raison d'être et leur chagrin en grâce. Non pas parce qu'ils étaient imparfaits, mais parce qu'ils étaient prêts à pardonner, à aimer, à recommencer. Et c'était leur histoire. Une histoire qui nous rappelle que parfois, un simple geste de gentillesse, aussi petit que donner son sang, peut changer non seulement une vie, mais aussi laisser un héritage. Nous aimerions savoir d'où vous nous regardez. Partagez-le avec nous dans les commentaires ci-dessous. Vos histoires, votre présence comptent énormément pour nous. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres récits qui inspirent, apaisent et nous rappellent à tous que le bien existe encore. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Nous vous souhaitons paix, amour et espoir. À bientôt.